51,3% des voix pour Gabriel Serville, le député sortant de la première circonscription, s'est imposé face à la candidate de La République En Marche. Nous reviendrons sur l'ambiance du QG du vainqueur samedi soir. Joëlle Prévost-Madère, elle, reçoit 48% des suffrages. Un nouveau bureau doit se mettre en place à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les élections d'octobre dernier sont annulées. L'ancien chef de la Chambre consulaire est de nouveau candidat. Ricontou précise ses intentions et rappelle les raisons du recours. Et puis le 6e colloque sur l'autisme est lancé depuis ce matin. Pendant 2 jours, les professionnels de santé et acteurs associés au traitement des troubles partageront leurs expériences. Cette année, les témoignages des proches sont à l'honneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Guyanais ont été plus nombreux dans les bureaux de vote samedi, mais la participation du second tour des élections législatives reste faible. Sur 93 000 électeurs, moins de 30 000 se sont exprimés et l'écart est mince entre les députés élus. 390 voix séparent Gabriel Serville de Joëlle Prévost-Madère dans la première circonscription, mais surtout seuls 56 bulletins séparent les Naïkadans de Deviriman dans la deuxième. La joie, en tout cas, des partisans du député sortant était à son comble à l'annonce des résultats samedi soir. Jonathan Lariot se trouvait au QG du candidat. Regardez. Cayenne, il est bientôt 21h et l'annonce vient de tomber. Gabriel Serville remporte l'élection législative pour la première circonscription de Guyane. C'était stressant depuis au départ au bureau centralisé de Matoury, puisque bon, on avait un défi, c'est surtout de le gagner notre commune. Meilleur sorti, je suis très heureux, très content, parce que bon, c'est une victoire de toute une équipe et les petites mains qui se sont mis à travailler. Arrivé à son QG, l'accueil est triomphant. Le candidat du Parti socialiste guyanais s'est imposé avec 51,3% des voix face à Joëlle Prévost-Madère, la candidate En Marche. Face à des élections législatives majoritairement acquises pour le Parti de La République En Marche, la place au sein de l'Assemblée nationale est importante pour Gabriel Serville. Si on arrive à trouver un arrangement pour que je me retrouve dans une configuration qui s'apparenterait à celle que j'ai connue pendant 5 ans, à savoir faire partie d'un petit groupe technique au sein duquel j'aurai toute liberté de parole, toute liberté d'expression, mais en étant à la fois dans cette majorité parlementaire pour pouvoir ouvrir les portes quand c'est nécessaire, je le ferai. Mais il faut que les Guyanais comprennent que dans cette configuration, rien ne sera simple a priori et qu'on va devoir batailler pour pouvoir mieux faire entendre la voix de la Guyane, parce que la majorité parlementaire risque de truster les meilleures places et ne va peut-être rien laisser aux Outre-mer, comme cela s'est passé par moments. Et je crois que l'expérience que j'ai menée pendant 5 ans va me permettre d'être extrêmement vigilant. Après un week-end de joie et de festivités, Gabriel promet que son premier combat sera celui des accords de Guyane. Signé le 21 avril dernier, la mise en place du nouveau gouvernement était essentielle à la continuité des négociations autour des engagements de l'État. Et dans le même temps, la déception de la perdante de la première circonscription. Pour la 2e fois, après une première tentative en 2012, la présidente de la CGPME, Joëlle Prévost-Madère, concourait pour La République En Marche et n'a obtenu que 48,67% des suffrages. Elle attend désormais un travail sérieux de la part des vainqueurs en faveur du développement de la Guyane. On l'écoute. Donc évidemment, je remercie d'abord tous ceux qui ont porté leur voix et leur suffrage sur nos 2 noms. Et évidemment à toute l'équipe, à mon comité de soutien, à l'USD qui a aussi s'est beaucoup donné. Et nous y croyons vraiment parce que nous avions cru entendre dans la voix de la population une volonté donc de changement, en tout cas changement dans la méthode, changement, une plus grande proximité pour les députés, futurs députés de la Guyane, afin d'être au plus près donc, de ceux qui les élisent à ces postes et qui souhaitent donc qu'il y ait un retour vers eux, et c'est ce que nous proposions. Bien, la population a fait son choix. Le député sortant a donc été qualifié, nous en prenons acte et nous espérons qu'ils sauront porter les attentes de la Guyane. Et puis nous disons, pour la Guyane en tout cas, nous mettons beaucoup d'espoir parce que notre Guyane vraiment va mal. Nous avons besoin qu'elle se relève.
Quelques images aussi des scènes de liesse du côté des partisans de l'autre candidat de La République En Marche, Lénaïque Adam. Du haut de ses 25 ans, il devient le plus jeune député de Guyane, le premier également d'origine bushinangué. Lénaïque Adam a récolté 50,21% des suffrages, un score très serré avec son opposant Davy Riman qui recueille 56 voix de moins. Du côté donc du secrétaire général de l'UTG Éclairage, figure importante du récent mouvement de Guyane, un recours n'est pas exclu. Pendant ce temps, les sénateurs s'activent pour faire avancer les dossiers guyanais au Sénat. Antoine Karam et Georges Patient ont adressé un courrier à leurs homologues pour leur proposer de former ensemble un groupe ultramarin. Seule contrainte, il faut être au minimum 10. Et seuls 3 autres collègues se sont prononcés pour le moment. 2 parlementaires polynésiens, 1 de Saint-Martin. Pour les 5 autres nécessaires, il faudra convaincre les nouveaux sénateurs élus le 24 septembre prochain. On écoute à ce propos Antoine Karam. Nous devons nous battre tout le temps pour pouvoir avoir un droit à l'expression, intervenir en séance publique, questions écrites, questions orales, faire passer nos messages, c'est très compliqué. Donc cette initiative commence à apporter ses fruits puisque au Sénat il faut être 10 pour former un groupe, contrairement à l'Assemblée nationale où il faut être 15. Et pour l'instant nous sommes 5. En attendant les élections du mois de septembre, où en Guadeloupe, Martinique, Réunion, et dans d'autres territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-Miquelon, il y aura un renouvellement. Ce n'est pas le cas pour nous. 2 parlementaires qui ne sont pas sortants, qui nous ont déjà répondu de la Polynésie. Nous avons un contact très précis avec le parlementaire, le sénateur de Saint-Martin. Donc on attend encore quelques mois, c'est-à-dire le mois de septembre. Et à ce moment-là, nous pourrons vous en dire plus. Mais je pense que c'est une excellente idée du RS qui a été reprise au niveau de l'Assemblée nationale, puisque j'entends des voix qui s'élèvent au niveau des députés fraîchement élus ou renouvelés, qui sont intéressés aussi par la démarche que nous avons prise au niveau du Sénat. Que politiquement, ça peut être intéressant pour nous. Notre voix est inaudible souvent au Sénat. Dans un groupe homogène des Outre-mer, nous pourrons être mieux entendus. Alors reste à régler la question technique et administrative, parce qu'il y a un règlement intérieur au Sénat, ça n'est pas encore gagné. Vous le savez, la Cour d'appel de Bordeaux l'a confirmé le 13 juin dernier. L'élection remportée fin 2016 par l'équipe de Philippe Alcide Clozel est annulée suite à un recours déposé par des membres de l'équipe adverse. L'ancien président de la Chambre des métiers, lui-même candidat à sa succession, se réjouit de l'issue juridique et annonce qu'il briguera à nouveau le siège de président. Harry Contour revient sur les raisons du recours et ses intentions au micro de Charlotte Fleury. Je m'attendais au résultat du tribunal administratif de Bordeaux parce que le recours qu'on avait fait était fondé. Et dans un deuxième temps, on est toujours resté mobilisé puisqu'on savait que c'était pour quelque temps seulement qu'il y aurait une nouvelle présidence. Et bien entendu, nous allons retourner au combat. Il y a eu 3 points sur lesquels nous étions en désaccord. D'une part, le préfet qui annonce le nouveau président de la Chambre des métiers, ce n'était pas à lui de le faire, c'est au président du bureau de vote. Deuxièmement, il y avait le problème de la liste d'émargement qui n'avait pas, il n'y avait pas de liste d'émargement. Troisièmement, il y avait 2 candidats non éligibles sur la liste. Donc, dans les 3 cas, il n'y avait pas de recours possible, ou en tout cas, on était sûr de gagner notre recours. La préfecture a un délai de 4 mois pour réaliser de nouvelles élections, organiser de nouvelles élections. Donc, on aura fin novembre, début décembre, je pense, dans ce créneau-là qui est prévu qu'on vote à nouveau. On reste mobilisé et d'ici 3 ou 4 mois, on reviendra aux élections en espérant que cette fois-ci, ils pourront faire une liste, et une bonne. 2 jours pour travailler sur la question des troubles du spectre de l'autisme, pour en parler et tenter de faire avancer la compréhension comme la prise en charge des patients sur le territoire. Les travaux du 6e colloque de l'autisme ont démarré ce matin au Centre des œuvres hospitalières de Kabassou, en présence de professionnels de santé, mais aussi de proches de personnes atteintes. Cette année, l'accent est d'ailleurs mis sur leurs témoignages. Ayoudeli Germain. L'amphithéâtre du Centre de ressources autisme fait salle comble en ce premier jour de colloque. C'est souvent le cas lors de cet événement annuel qui rassemble parents et professionnels en charge des personnes atteintes d'autisme. Cette année, le thème du colloque, les comportements à problème. On peut avoir des comportements d'agressivité qui peuvent être auto-agressivité, c'est-à-dire que c'est les enfants qui se font du mal à eux-mêmes. Ça peut être de l'hétéro-agressivité,
c'est-à-dire que l'agressivité est dirigée contre autrui. Ça peut être des comportements de destruction où l'enfant va s'attaquer à son environnement immédiat, aux objets, à la nourriture, aux tables, etc. On est une structure d'évaluation et de diagnostic, c'est-à-dire que nous, on reçoit les familles dans le cadre d'une précision diagnostique. On fait l'évaluation diagnostique, on évalue le profil fonctionnel de l'enfant, on met en place des préconisations d'orientation vers des structures adaptées avec des stratégies de prise en charge qu'on met en place. Donc il reviendra secondairement à ces structures de mettre en place toutes les recommandations que nous avons mis en place. Des recommandations qui aujourd'hui seront enrichies par la présence du professeur Éric Vallée. Professeur à l'Université de Mons en Belgique, il tient la direction d'un service spécialisé pour les personnes atteintes d'autisme. Aujourd'hui, il expose les nouveaux moyens de réponse aux comportements à problème. L'idée, c'est vraiment de soutenir les compétences plutôt que de traiter les comportements problèmes. C'est finalement une vision un peu différente de ce que l'on a fait par le passé, où finalement, on pensait à punir ces comportements problématiques parce qu'on croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Or, ce qu'on a pu constater, c'est que s'agissant de personnes qui ont des grandes déficiences en termes de communication, de grandes déficiences en termes d'interaction sociale, il était plus profitable de leur apporter des compétences, de leur apporter des comportements positifs dans ces domaines-là pour contrebalancer l'existence des comportements problèmes qui sont souvent là par incapacité et non pas par volonté de nuire à l'environnement ou d'ennuyer l'environnement. C'est plutôt parce qu'ils n'ont pas les outils de la communication pour demander ce qu'ils veulent ou pour agir sur leur environnement. Donc l'idée, c'est maintenant de les ressourcer au travers de compétences qui vont permettre effectivement de pallier toutes ces difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur adaptation. En Guyane, le Centre de ressources autisme estime à 1500 le nombre de cas de ce trouble du développement humain en Guyane. Le colloque sur l'autisme se poursuit jusqu'à demain au comité de gestion des œuvres sociales hospitalières. En Guadeloupe, la colère et l'inquiétude des habitants du bourg de Goyave, le service de traitement des eaux usées du territoire, a annoncé que la contamination de l'eau potable aux hydrocarbures dans une partie de la ville. Depuis combien de temps boivent-ils cette eau impropre à la consommation? Certains assurent déjà être victimes de troubles intestinaux depuis près d'un an. Le reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Des traces d'hydrocarbures ont été décelées dans l'eau potable. Les habitants des résidences de la Cité Caraïbe et de la résidence Marthe-Rose Toto ont été priés de ne pas boire, se laver les dents et même faire à manger avec l'eau du robinet. Je bois l'eau du robinet et là, ça fait exactement 1 an que je me soigne pour des maux de ventre. J'ai déjà fait des tests. L'an dernier, j'ai fait différents tests, différentes analyses qui se sont avérés négatifs. Donc, je ne peux pas dire que c'est à cause de ça, mais n'empêche, on n'a toujours pas trouvé à quoi cela est dû. On a constaté qu'on avait tout le temps mal au ventre. On avait des démangeaisons au niveau du cuir chevelure. Mes enfants ont des problèmes de diarrhée, des problèmes au niveau du ventre. Et on allait tout le temps chez le médecin, mais à un moment, je me suis dit, mais non, ça ne doit pas être l'eau quand même. Mais j'ai constaté que l'eau avait une odeur de pétrole, quelquefois, et ça avait une odeur bizarre, et des fois, elle était chaude. Chez Gabriella, ils sont 7. Quand ils ont appris jeudi dernier que l'eau était devenue impropre à la consommation, il a fallu changer ses habitudes. C'est très compliqué de ne pas utiliser l'eau comme d'habitude. L'eau a un goût assez spécial, on va dire, mais ça dépend des jours. Quelquefois, elle est calcaire, un petit peu blanchâtre. Se laver les mains ou faire à manger, on doit toujours penser à ne pas utiliser le robinet. Ou si on l'utilise, par exemple, pour faire des pâtes, on doit jeter l'eau pour prendre de l'eau minérale. C'est assez compliqué. Des analyses ont été effectuées par le SIAG et ont révélé des traces d'hydrocarbures. Les habitants souffrent depuis des mois de maux de ventre. En principe, il y avait une odeur de gasoil. On sentait, il était fort. C'est le même problème que le niveau de pompe à essence qui est placé au bord du chemin et qui a produit cette même situation-là. Donc on a des packs d'eau qui sont distribués parce qu'apparemment, il ne faut pas l'utiliser pour la cuisson des aliments. On nous a dit qu'on pouvait se baigner avec. Il ne faut pas se brosser les dents non plus avec. Donc on a des packs d'eau qui sont distribués par les agents du service technique de la commune. Le maire Ferdi Louisi a porté plainte. Le même incident s'était produit il y a quelques années. Le chef d'édilité distribue des packs d'eau minérale aux familles concernées jusqu'à ce que l'on trouve l'origine de la pollution et une solution pour éviter l'empoisonnement de la population.
Tout autre chose en Martinique, à présent les papas étaient à l'honneur hier comme partout d'ailleurs. Une occasion de plus pour témoigner de son amour et sa reconnaissance quelles que soient les conditions. C'est sur cette idée que les membres de l'association des Floriades de Fort-de-France se sont appuyés pour organiser un repas de fête des pères en faveur des sans-abri. Une initiative reconduite pour la 3e année consécutive et qui ne manque pas de rencontrer un vif succès. Anaïs Gall. Rien de tel qu'un repas chaud pour trouver un peu de réconfort. Elle est délicieuse. Ici, ils sont nombreux à être aujourd'hui éloignés de leurs enfants. C'est le cas de Victoire et Eric, venus chercher de la compagnie pour la fête des pères. Mes enfants, ils sont avec leur maman. Et que c'est ça que, pas que ça que Dieu veut, mais c'est ça qui devait se faire, qui se fait, quoi. J'ai 2 fils. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être avec eux? Non, il n'y a pas de bus, il n'y a rien pour pouvoir monter les voir. Alors ça vous réchauffe le cœur d'être ici pour la fête des pères? Ouais. Rapidement, la file se fait de plus en plus longue malgré la pluie. Le festin serait presque victime de son succès. Ils sont pressés, ils ont faim, c'est pas de leur faute. Au menu, des plats faits maison. Depuis hier soir, les bénévoles sont au fourneau pour préparer ce grand repas solidaire. On leur donne du pâté en pot, du velouté de gigot au lardon. Il y a du gigot d'agneau, du poulet, des côtes de porc. C'est pour leur rendre un petit peu de baume au cœur, quoi. Louis-Félix a même fait quelques sacrifices. Lui aussi est père de famille, mais il a choisi d'être présent pour aider sur le stand. J'ai des enfants, bien entendu, et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est la fête des pères. Et bien voilà, je ne suis pas à la maison, je suis avec, bien entendu, avec ceux qui ont besoin d'un petit repas, un repas chaud. Pour beaucoup, manger chaud est devenu rare, alors ils apprécient le geste. 3 mois sans nourriture, on meurt. Alors, quand je vois des trucs comme ça qui s'organisent, ouais, c'est merveilleux. On a bien besoin d'eux, ouais, carrément. Il y a de la nourriture, il y a un endroit pour dormir. J'ai le réconfort qu'il me faut. Année après année, les personnes sans abri sont de plus en plus nombreuses à se présenter au repas de la fête des pères. Une tendance qui encourage les bénévoles à en faire plus. Ce que nous souhaitons faire, c'est monter une petite association, comme j'ai dit, le samedi, tous les samedis, voire éventuellement les 15 jours, pour justement aller donner à ceux qui n'en ont pas, manger à ceux qui n'en ont pas, et commencer déjà sur le Lamentin, puis Fort-de-France, et en espérant que justement ça puisse s'étendre vraiment à toute la Martinique. Après la place du Parc Floral à Fort-de-France, les bénévoles se sont rendus au Lamentin, dans le quartier Four-à-Chaud. Un peu de baume au cœur pour ces papas qui n'ont pas la chance d'être entourés. Retour chez nous avec un mot sur la fête de la musique qui à Cayenne se déroulera au Vieux-Port. Plusieurs artistes se succéderont toute la soirée à partir de 18h avec au programme du jazz, de la soul, du zouk ou encore du gospel. L'artiste Pompis en sera le parrain, mais les rendez-vous sont nombreux en cette date festive et parmi eux une soirée conte et musique menée par la compagnie Zoukou Yanyan aura lieu. Plus de précisions avec le président au micro d'Ayodele Germa. Le 21 juin, c'est bien sûr la fête de la musique, depuis, je crois, au moins 35 ans en France. Et bien, pour la compagnie Zoukou Yanyan, c'est l'occasion d'inviter des musiciens à venir partager leurs notes de musique avec la parole des conteurs pour un concept que nous avons intitulé le Musiconte. Donc ça se passera au local du point d'appui des associations, au 32 bis rue Becker, donc juste en face d'un restaurant célèbre pour ses marinades. Et donc vous pourrez retrouver différents groupes comme les copains de Babord, Flo, et puis bien sûr ce sera parsemé de textes poétiques, de contes, et bien sûr scène ouverte à tous ceux qui veulent venir partager la parole, la chanson, puisque le conte et la chanson nous emmènent généralement dans des voyages, nous permettent de nous évader, et c'est cet imaginaire-là que nous avons envie de fêter à l'occasion de cette grande fête de la musique qui se prépare pour mercredi 21 juin. Tous les renseignements sont bien sûr sur le site de la compagnie Zoukou Yanyan, zoukouyanyan.com. Mercredi 21 juin, nous vous invitons nombreux à venir partager paroles et musique avec la compagnie Zoukou Yanyan.
Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. 51,3% des voix pour Gabriel Serville, le député sortant de la première circonscription, s'est imposé face à la candidate de La République En Marche. Nous sommes revenus sur l'ambiance du QG du vainqueur samedi soir. La présidente de la CGPME, Joëlle Prévost-Madère, a reçu 48% des suffrages. Un nouveau bureau doit se mettre en place à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les élections d'octobre dernier sont annulées et l'ancien chef de la Chambre consulaire et de nouveaux candidats, Harry Contou, est revenu sur ses intentions et a rappelé les raisons du recours. Et puis, le 6e colloque sur l'autisme est lancé depuis ce matin. Pendant 2 jours, les professionnels de santé et acteurs associés au traitement de ces troubles partagent leurs expériences cette année. Les témoignages des proches sont à l'honneur. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1, juste après la météo. Excellente soirée à vous.